Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Bienvenue dans Héros minuscules. Je suis Jonathan Bellegroux. Je suis Camille Cerne. Depuis des années, j'accompagne des gens vers leurs rêves, qu'ils soient athlètes ou non, et j'entends les histoires de personnes incroyables, même lorsqu'elles sont anonymes. Et je suis toujours ému par les gens qui avancent dans la vie, malgré les hauts et les bas. Athlète de haut niveau en squash, ancien numéro 2 mondial et diplômé en journalisme, j'ai toujours été sensible à ce que nos rêves et nos convictions peuvent nous amener à réaliser qui que nous soyons. Ensemble, nous avions envie de mettre en lumière les héros du quotidien. Les humains qui transforment leur parcours de vie difficile en force et qui, armés de convictions solides, construites par leur parcours, en font de vraies réalisations pour eux et pour les autres. Pour nous, les histoires peuvent changer des vies et les modèles que l'on a peuvent élargir nos pensées. Alors quoi de mieux que de rencontrer de nombreux héros du quotidien et d'entendre leur histoire pour vous les partager. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité, de jolies histoires et d'inspiration. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Dans ce podcast, il s'agit d'humains pour ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Selon les sujets, ils seront nos hôtes à l'un ou à l'autre, et parfois ensemble. Dans des échanges décomplexés, sans filtre, simples. Embarquez avec nous dans l'aventure Héros minuscules dont vous faites déjà partie. Et si l'exil permettait de se rassembler ? Et quoi de mieux que l'école pour transmettre et apprendre le vivre ensemble ? Mais comment faire lorsque les différences de langage, de culture, de religion semblent parfois nous opposer comme deux rivages ? Et pourtant, c'est en poussant la porte de l'école publique qu'Aurélie Castex, dessinatrice, nous propose de répondre à ces questions tout en découvrant un univers humain incroyable. D'ailleurs, connaissez-vous les classes UPE2A ? Non ? Nous non plus avant. Exilés choisis ou subis, déménagement de travail ou conflits internationaux. Où vont les enfants qui ne savent pas lire, écrire et parler le français ? Qui sont ces enseignants qui les accueillent ? Aurélie, avec ses carnets de croquis, ses aquarelles, son humilité, s'est immergée dans une démarche de réalisation de bandes dessinées documentaires, dont la dernière œuvre est sortie en septembre 2024, Les Nouveaux Venus, paru aux éditions Faubourg. Aujourd'hui, elle nous ouvre la porte de son atelier pour nous emmener dans l'univers de ses convictions, ses passions, qui guident sa démarche en partageant les récits des rencontres humaines qu'elle a pu faire. Elle nous partage aussi les surprises qu'elle a eues sur un ton léger aux couleurs d'aquarelle. Nous, on aime partager les histoires. Elle aime les dessiner. Alors on espère que vous apprécierez autant ce moment d'écoute que nous. À très bientôt. Woody est prêt. Oui, il est bien en place. Il est là, il est juste avec nous. Ouais, moi, je me sens un peu surveillé. Oui, t'es un peu observé par derrière, là. Aurélie, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On est dans ton atelier. Oui. Un atelier au 6e étage où on arrive et la première chose qu'on voit, c'est le Sacré-Cœur. À l'extérieur dans le couloir, ouais, malheureusement. Dans le couloir, mais ça donne tout de suite un petit côté très poétique. Bienvenue sur Héros minuscules. Oh, merci beaucoup. On est ravis d'être là. Alors pour faire une petite intro comme ça, nous, tu sais, on va voir des gens qui ont des histoires à raconter. Souvent des personnes qui sont ordinaires, mais que nous, on trouve qui réalisent des choses extraordinaires. Et donc, on vient récupérer un peu les histoires. Puis alors toi, on a découvert ton travail. Puis alors toi, tu vas non seulement récupérer les histoires, mais tu les dessines en plus. Donc, pour Camille et moi, ça a été le signe de « Ok, on a vraiment envie de te rencontrer, donc c'est super. » Comment on t'a rencontré ? On t'a rencontré parce que tu viens de sortir un livre qui s'appelle Les Nouveaux Venus, aux éditions Faubourg. Oui. C'est ça ? Les Faubourgs, oui. Les Faubourgs, c'est en septembre, la fin septembre. Oui, ça vient de sortir en septembre. Ouais. Voilà, avant de rentrer dans ce récit, surtout que tu as plein de trucs à nous montrer. Moi, depuis tout à l'heure qu'on est là, je n'arrête pas de regarder des dessins de partout et j'ai envie de m'arrêter sur chacun d'eux. Est-ce qu'on te propose de te présenter de la façon dont tu veux ? Alors, moi, je suis dessinatrice avant tout. J'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. J'ai jamais arrêté.
Et je dessine des choses assez différentes depuis toutes ces années, puisque maintenant ça doit faire 25 ans que je dessine. Donc je dessine des histoires parfois complètement imaginaires. J'aime beaucoup délirer, puisque le dessin, ça permet d'aller complètement où on veut et d'imaginer l'impossible. Mais j'aime aussi raconter, je suis très curieuse des autres, de l'autre. Et j'aime aussi, par le dessin, raconter des histoires de personnes réelles. Donc, il y a quelque temps, il y a maintenant 4 ans, j'ai travaillé une première histoire. C'était l'histoire de 2 éleveurs laitiers. En fait, ce sont des voisins. C'est souvent des gens, des rencontres avec des gens qui me fascinent ou qui me... c'est un peu des héros minuscules aussi. Enfin, pour moi, vraiment des gigantesques héros en réalité, pas si minuscules que ça. Mais donc, j'ai commencé une première bande dessinée avec une amie qui, elle, fait du documentaire radio à France Culture. Et on a écrit ensemble l'histoire. Comment dire ? En fait, on a écrit l'histoire de Xavier et Emmanuel, qui sont un frère et une sœur éleveurs laitiers. On n'a rien inventé. On a un petit peu mis par écrit tout ce qu'ils nous ont raconté de leur histoire, de ce que c'était que l'élevage. C'était un élevage qui venait de leurs grands-parents, qui était conventionnel et qu'ils ont réussi à sauver en passant en bio. Donc c'était une première histoire comme ça qui nous a paru extraordinaire. Ils ont été très courageux. Moi, je les avais vus en fait vivre cette aventure et j'ai eu envie de l'écrire et de la dessiner. Parce qu'effectivement, comme le dessin, c'est vraiment mon outil et ma façon de faire passer les choses, c'était par le dessin que j'ai pu raconter leur histoire. Et là, Les Nouveaux Venus, c'est la 2e bande dessinée un petit peu de ce type et ça parle de l'école. J'avais envie de parler de l'école. Et ça parle en particulier d'une classe et d'une enseignante et des élèves d'une classe qui accueille les enfants qui viennent d'arriver en France et qui viennent du monde entier et qui sont réunis dans cette classe pour apprendre le français et qui ont des parcours extrêmement différents, qui sont réunis uniquement par l'exil, mais qui peuvent venir de pays et pour des raisons très différentes, économiques, des guerres, mais aussi juste des parents qui déménagent. Et ça fait une petite société, une classe très intéressante parce qu'il s'y passe plein de choses en fait. Et cette classe-là, toi, tu t'es immergé dedans, c'est-à-dire que tu y as passé... Oui, alors pour ces projets-là, de toute façon, moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain. Et pour ce projet-là, comme pour le projet à la ferme, je suis sur place à dessiner, à prendre des notes. Et donc, la classe, j'y ai passé 1 an, à raison d'une journée par semaine. Je me suis glissée dans la classe et mis à hauteur d'enfant. J'étais à un pupitre avec les enfants. Et petit à petit, le dessin, c'est assez discret. Même si au début, ils venaient tout le temps me voir, évidemment, pour voir les dessins. Ils m'ont un petit peu oublié et le naturel, le quotidien de la classe reprend son cours et moi, je peux prendre des notes écrites et dessinées. Donc, j'ai plein de carnets, en fait, pendant 1 an que j'ai remplis sur place, de textes, de paroles enregistrées, en tout cas notées, et de petites scènes que j'ai vues qui me paraissaient intéressantes. C'était pareil dans ma première bande dessinée. Ensuite, je me retrouve avec des gros carnets de croquis un petit peu dans tous les sens. C'est une grosse matière, comme on ferait peut-être... moi, j'ai jamais fait de documentaire de film, mais comme on irait filmer peut-être et qu'on aurait des rushs après. Et donc après, c'est un travail de composition et de construction d'une histoire avec toute cette matière de texte et de dessin. Sachant qu'il fallait, l'enjeu, c'était quand même de construire une narration qui tienne la route, qui donne un fil, en fait, de trouver un fil conducteur dans le livre, alors que j'avais effectivement plein de petits... c'était pas vraiment des chroniques, donc voilà, comment raconter quelque chose en passant d'un enfant à l'autre, parce qu'il y avait plein de personnages. Là, c'était un gros défi là-dessus aussi, puisque que dans une classe... il peut y avoir jusqu'à 25 élèves. Là, j'en ai mis 12 parce que la classe bouge tout le temps en UPE2A. D'accord.
voilà, pour le processus, en tout cas l'immersion dans la classe. C'est passionnant et c'est marrant parce que, bon, j'en ai plein de questions rien que de par ce que tu racontes là, mais déjà, je voulais te dire, super livre, nous, on l'a lu avec en plus le fils de Jonathan qui a 6 ans. Oui. Qui a adoré, qui veut déjà la relire. Ah, ça fait plaisir que des plus petits... c'est très difficile, je trouve, de donner un âge. Souvent, avec les éditeurs, on est obligé, pour les présenter dans les librairies, de donner un âge de lecture. Ouais. Et je trouve que c'est souvent très difficile, surtout pour des livres comme ça, un peu documentaires, et qui sont... En fait, moi, je pense que ça peut toucher tout le monde. Ouais. Mais... Non, mais c'est vrai que... En tout cas, bravo, parce que hier, on finissait de le lire et puis il y a de l'émotion. Rien que... Enfin, nous, ce qui nous a touchés aussi dans ce livre, c'est les histoires de ses familles, de ses enfants. Mais son fils aussi. Il posait des questions, mais pourquoi ? Et en fait, ça engendre plein de discussions. Derrière, lui raconter un peu la vie de... lui, il n'a pas la vie de tout le monde non plus. Mais non, mais c'est intéressant parce que au départ, moi, j'étais pas forcément axée sur une UPE2A, donc qui est cette classe. Ça a un nom un peu compliqué. C'est une unité pédagogique pour enfants allophones arrivants. D'accord. C'est pour ça que il y a toutes ces initiales. Ouais. En gros, c'est une classe d'accueil qui permet d'apprendre le français. Au départ, moi, j'avais envie de parler de l'école publique et des difficultés qu'on n'imagine pas, en fait, je trouve, même quand on est parent. On a des enfants dans des écoles et on ne se rend pas compte forcément des situations face auxquelles peuvent être les enseignants et les directeurs et l'équipe pédagogique entière. Moi, je m'en suis rendu compte petit à petit parce que j'ai commencé ce livre par une rencontre avec un directeur, donc qui est dans le livre. Donc là, il y a une composition parce qu'en réalité, c'est pas le directeur de l'école de Sophie, c'est le directeur d'une autre école dans laquelle il y avait une UPE2A. Et comme ça bouge beaucoup, une première année, j'ai suivi ce directeur. Il y avait une UPE2A dans son école et l'UPE2A a été déplacée. Donc la seconde année, j'ai travaillé toute l'année dans l'école de Sophie. Au départ, lui, je me rendais compte en discutant avec lui qu'il pouvait effectivement se retrouver avec un enfant qui ne dormait pas, n'avait été sans logis, ou une famille dont le père devait repartir dans son pays parce qu'il n'avait pas de papier, etc. Et on voyait des enseignants, parce qu'un directeur en élémentaire, c'est un enseignant aussi. Il n'y a pas forcément de rapport hiérarchique, qui se retrouvaient face à des situations humaines très dures à surmonter. Et voilà. Donc au début, j'avais envie de parler de ça. J'ai l'impression que l'école était un lieu très fermé, que donc les gens laissent leurs enfants le matin et puis se rendent pas forcément compte de tout ce qui peut se passer. Et puis après, j'ai découvert cette classe UPE2A que j'ai trouvée tellement extraordinaire. C'était aussi quelque chose de positif dans le système éducatif français et dans l'accueil. Donc, j'avais envie de montrer que si c'était bien soutenu, ça pouvait marcher. Donc voilà, c'est ces réunions de ouvrir une porte sur l'école en général et sur la classe UPE2A en particulier. Ouais, il y a tous ces personnages, on plonge en fait dans cet univers de cette classe. Alors, pour le dire pour les auditeurs, puis pour ceux qui regarderont la vidéo, on les suit pendant 1 an. Donc vraiment toute une année scolaire. Donc ça nous donne une chronologie parce que tu as tissé à travers toutes les petites scénettes. Et on suit évidemment le directeur, le personnage du directeur, et puis le personnage de Sophie, qui est l'enseignante que tu as suivie. Moi, avant de revenir sur ce que tu as pu vivre, traverser, voir, entendre, parce que forcément, à mon avis, tu as dû faire du tri. Enfin, il y a plein de choses, moi, que ça m'évoque, le dessin, et puis j'imagine que un peu à la façon de la photo, le dessin doit permettre de prendre une certaine distance par rapport à certaines histoires, ou en tout cas de vivre les choses un peu différemment. Moi, j'étais touché par l'aspect documentaire, la BD documentaire.
c'est hyper rare. Enfin, moi, je suis un adepte de BD, mais on n'en trouve pas tant que ça. Alors maintenant, je trouve qu'on en trouve quand même beaucoup plus, ce qui est assez important et positif parce que ça donne accès aussi à des gens qui n'iraient pas forcément des essais, documentaires, etc., à des plus jeunes aussi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a Étienne Davodo, il y a Catel et Bocquet qui font toutes ces biographies de femmes héroïnes aussi. aussi. Il y a de plus en plus de documentaires BD. Après, c'est vrai que c'est pas sans doute, enfin moi je me rends pas forcément compte, mais c'est sans doute pas le plus grand, ce qui est le plus produit en majorité en BD, bien sûr, mais ça commence à arriver pas mal. Hein. Il y a l'Odyssée d'Hakim aussi, de Julien Toulmé. Ouais. Donc ça permet de... Et donc c'est souvent c'est traité de façon très différente. Dans l'Odyssée d'Hakim, lui, il se met en scène dans la bande dessinée. Étienne Davodo aussi, je crois, est souvent en scène dans ses BD. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui arrive dans la bande dessinée, en documentaire, et ça permet... Alors moi, j'ai des grosses frustrations par rapport au fait que ce soit pas un film à certains endroits. C'est vrai ? Ouais, parce que... et en même temps, ça permet des choses que j'aurais jamais pu faire en film. Mais les frustrations, c'est que quand on a un enfant face à soi qui vous raconte des choses... quand on a une classe avec des enfants qui ont des accents tous différents, certains qui ont leur façon de parler, pour les retranscrire, la force, la puissance des visages et puis des sons, des mots, ça, moi, je me disais souvent en dessinant et en les voyant ou en ayant les entretiens avec les ados les plus grands qui me racontaient, enfin ça, je me disais, mais je n'arriverai pas, c'est impossible à retranscrire. Il existe un film qui s'appelle La Cour de Babel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un documentaire sur une UPE2A au collège, que moi j'ai découvert, j'avais déjà commencé la BD, mais c'était... Et là, on voit les enfants qui parlent, et leur témoignage, moi je trouve, est très 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 fort, donc je trouve que c'est assez puissant aussi le documentaire film par rapport à la BD. En revanche, c'est vrai que là, moi j'étais dans une classe... alors, ce sont des petits-enfants qui viennent d'arriver. Leurs parents étaient parfois dans des problématiques très compliquées, donc pas forcément au courant que j'étais en train de faire ce travail. Donc la BD, ça m'a permis de prendre de les suivre, de créer des personnages, mais sans forcément qu'on voit leur visage, en changeant les prénoms aussi. Donc de raconter une histoire vraie, en pouvant parfois raconter des choses très dures ou très intimes, voilà, sans forcément à ce qu'on les voit pour de vrai, ce qui aurait été un peu agressif, enfin en vidéo très compliqué, quoi. Ouais, c'est marrant que tu parles de retranscrire justement cette émotion, parce que moi, honnêtement, ou alors peut-être je suis très sensible aussi, mais les dessins sont beaux, ils m'ont touchée. Bah, moi, c'était le but. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de tout mon cœur de transcrire les émotions que faisaient passer les enfants. Quand on dessine, je pense qu'on sait jamais vraiment enfin, nous, on est touchés, mais on ne sait pas si ça va passer. Donc voilà, c'est un défi. Puis si ça émeut et que ça touche, c'est super. Ouais. Mais c'est vrai que pour les paroles, par contre, je n'ai absolument rien... Enfin, si, j'ai composé à certains endroits, mais la plupart des paroles d'enfants, mais quasiment toutes, sont des paroles que j'ai piochées réellement, qu'ils ont réellement dites. Donc, il y a toujours il peut y avoir des petites maladresses, des choses que j'aurais... Moi, je pense que là, en tout cas, dans ce genre d'exercice... il y a des phrases que j'aurais jamais pu inventer moi-même. Ça sort forcément des enfants. Ah ouais, il y a des phrases magiques. Et c'est vrai par rapport à l'émotion par exemple, de Camille. Petite anecdote. On commence le livre, on découvre le personnage d'Osni, qui a les yeux très très bleus. Ouais. Ah oui, les yeux hyper bleus. Mais il a les yeux vraiment très bleus, en vrai. Réaction de Camille, elle découvre le dessin, elle fait « Ils sont hyper bleus, ces yeux !» Et elle bloque dessus comme si elle avait bloqué sur une photo, quoi. Donc, oui, ça fait plaisir. Osni, donc c'est pas son vrai prénom, mais pour le coup, c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'il est très beau et il a des yeux comme ça
Ouais. percent et qui sont magnifiques, quoi. Bah, Et, c'est très bien retranscrit. comme c'est un ado, en plus, je l'ai beaucoup suivi, beaucoup vu, un peu plus que certains autres. Mm. Euh, Mais c'est vrai que moi, je suis rentrée dans ces récits de vie parce que à un moment, quand il y en a un qui est plus à l'école, il se demande, ben, il est où? Ben, moi, j'avais envie de savoir, enfin, ce qui lui était arrivé, quoi. Pourquoi, Oui, et pourquoi il revient plus à l'école? Et c'est frustrant parce que, en fait, ça c'est pareil. Je voulais pas mettre forcément des réponses sur toutes les questions parce que je voulais que vous soyez ou qu'on soit à la place de l'enseignant Ouais. qui, quand il reçoit un enfant, ne connaît pas sa situation familiale, son parcours, comment il est venu en France. On voit qu'elle découvre par des petites choses que sortent les enfants au fil de l'année, parfois des drames qu'ils ont pu traverser. Et puis, quand un enfant disparaît, c'est vrai que c'est dur humainement. Je me mets à la place des enseignants qui suivent un enfant, etc. Et puis parfois, ils savent, là, en tout cas, cet enfant ne va plus à l'école. On se doute un petit peu parce qu'il y a des pistes, effectivement. Ouais. C'est toujours comme ça qu'ils se rendent compte par des pistes, mais on ne sait pas. On ne sait pas et on ne saura jamais, en fait, où est parti cet enfant. Ouais. Et justement, désolée, ça me fait rebondir. Les petits... Il y a des pages où justement tu mets en scène l'enfant qui raconte un peu de son histoire. Ça, c'est l'enfant qui t'a raconté directement ou c'est justement à Sophie, l'enseignante? Non, ça c'était très important parce que pour la construction. Donc là, ces enfants-là, justement, en réalité, ce sont des adolescents. Okay. C'est 4 adolescents qui étaient dans la classe de Sophie quelques années auparavant. D'accord. Et avec qui j'ai fait des entretiens à l'extérieur. Ok. Donc eux, je les connais maintenant très bien, puisqu'on a fait des heures d'entretien. Et donc, parce que dans la classe, ce sont des petits qui viennent d'arriver, certains parlent pas du tout le français, ils voient quelqu'un qui dessine, ils trouvent ça très rigolo, mais ils comprennent pas très bien. Je leur ai offert un petit livre de croquis à la fin de l'année, mais ensuite, ils n'ont pas forcément vu la BD terminée, puisqu'elle a pris 3 ans à faire et tout. Alors que eux, ces adolescents-là, donc, ils sont déjà, ça fait déjà quelques années qu'ils sont en France. Ils sont dans des classes au collège classique et ils ont été d'accord pour me raconter leur année, leur arrivée en France et leur année chez Sophie. C'est elle qui me les a présentés. Okay. Et donc, ça m'a permis d'avoir des voix d'enfants directes et des récits directs, mais de la même façon que les petits dans la classe, j'ai retranscrit des paroles telles que je les entendais. Leur récit, j'ai coupé, mais c'est exactement eux qui racontent. En réalité, là, je les ai enregistrés parce que c'était longs récits. Et donc, j'ai transcrit, mais sans changer du tout leurs propos. C'est pour ça que je pense qu'il y a cet effet assez réaliste dans la façon dont ils racontent les choses, chacun à leur manière, en fait. Ouais, on dirait vraiment on retrouve les codes du documentaire avec des face cam où le récit est raconté, sauf que en plus il y a le dessin. Moi, par rapport au dessin, là récemment, j'étais parti au Maroc essayer d'enregistrer chez les Berbères des récits de vie. Je me suis rendu compte que lorsque je sortais un micro et une caméra, les gens se taisaient. C'est-à-dire qu'en fait, l'image et les mots sont très... on touche pas, on prend pas l'image de quelqu'un et on prend pas ses paroles comme ça. Et le dessin, là, offre une liberté pour retranscrire des histoires qui sont des fois pas simples, parce qu'on peut le dire, il y a des histoires où il y a des traversées de la Méditerranée, qu'on peut imaginer. Il y a des histoires qui sont plus évidentes, comme tu l'évoquais. Il y a des histoires, puisque tu le dis, que les UPE2A, c'est une 50aine de classes en région parisienne, et puis qui ont accueilli pas mal d'Ukrainiens en 2022. Donc les histoires sont variées, mais les retranscrire pour que ça puisse être lisible par des enfants, tu vois, on repense à Noah, c'est pas facile le parti pris. Est-ce que je rentre dans le dramatique, est-ce que non, je montre et puis j'appuie pas trop dessus, enfin comment t'as fait de ça? Ça, c'était vraiment une grosse question, en fait. Ne pas... Finalement, j'ai essayé de juste raconter, en fait.
ce que j'avais eu comme récit ou ce que j'avais vu. Alors, la première chose, c'était uniquement ce que je vois, uniquement ce que j'entends. Enfin, vraiment ne jamais, comment dire, dramatiser des choses. Et puis ensuite, pour des situations très compliquées, par exemple pour Afo et Abdou, qui ont traversé la Méditerranée, on en a quand même pas mal parlé de cette histoire de traversée parce que ils me l'ont raconté quand ils étaient vraiment en confiance avec moi, quand on était dans les entretiens, mais il n'y avait pas de caméra de toute façon. Alors moi, j'enregistrais avec mon iPhone, le son était tout pourri puisque de toute façon, j'allais retranscrire à l'écrit. Et je m'étais vraiment donné un point d'honneur. Enfin, on avait dit que ce qu'ils voulaient pas qu'on raconte. Il y a des choses que j'ai pas racontées en fait dans la BD. On le racontait pas. Parce que toi, tu l'as choisi ou parce que c'était acté ou après ils t'ont raconté quelque chose puis ils ont dit tiens ça j'aimerais bien que tu. Par exemple, il y a des choses que j'ai pas racontées parce que les enfants avaient pas envie qu'on raconte des choses trop graves. Ouais. Et puis il y a des choses, par exemple sur la traversée, c'est difficile pour moi c'était difficile de réaliser ça, mais en fait pour eux ils avaient honte un peu de cette histoire-là, alors qu'ils y sont évidemment absolument pour rien. Donc c'est un récit qu'ils m'ont raconté. Et puis après, à un moment ils se sont dit, pas les deux, mais ils avaient des doutes sur le fait de devoir le raconter dans la BD, parce que ensuite, on a eu une discussion là-dessus. Moi, je leur ai dit qu'on racontait ce qu'ils voulaient. Mais et puis, c'est pour ça, à un moment, dans la BD, d'ailleurs, il le dit, tu peux raconter ça. Parce que j'ai mis cette phrase parce qu'il me l'a dit et que c'était une réflexion. Ils m'ont dit, il faut que ça raconte quelque chose, il faut que ça ait du sens. C'est eux qui ont eu cette réflexion sur est-ce qu'on le raconte ou pas. Et oui, ça, c'est un peu des choix ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas me permettre de raconter quelque chose qu'ils n'ont pas envie qu'on raconte. Et voilà. Après, moi, au sein de la classe, je n'ai pas vraiment vécu j'ai eu beaucoup de témoignages, d'histoires racontées par des enseignants, etc. Et sinon, ce qu'on voit dans la classe, je l'ai vu. Mais par exemple, quand le père ne rentre pas le soir pour chercher ses enfants, ça, c'est une histoire que Sophie m'a racontée, puisque moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Ouais. Et donc ça, j'ai aussi reporté effectivement des récits d'enseignants, d'enseignants, de Sophie ou du directeur. Mais On se demandait par rapport, parce que ça, c'est des anecdotes qui sont incroyables, qu'on n'imagine absolument pas, qu'on découvre à travers la lecture. On se demandait, au tout début de ton projet, est-ce que toi, tu avais des... Alors, tu dis que tu étais dans cette posture d'attente et d'observation, mais est-ce que tu avais une trame ou une idée de ce que tu allais voir pendant cette année ou... C'est vrai que c'est une bonne par question. exemple, cette histoire-là, tu t'y attendais Non. Les histoires des enfants, c'est vrai que je savais pas très bien ce que j'allais. Je savais qu'il y avait je savais déjà par ma discussion avec le directeur, etc., qu'il y avait des histoires. Qui ont finalement été d'autres histoires. Je savais qu'il y avait des histoires d'enfants qui étaient à la rue, dans l'école de mes enfants, par exemple. Et je savais que toute l'équipe enseignante et l'équipe du ménage aidaient ces enfants, les récupéraient le matin avant l'ouverture de l'école pour leur faire prendre une douche, leur donner des vêtements, les nourrissaient. Je savais à quel point, dans ces écoles-là, les équipes peuvent se mettre, et puis dans les équipes entières, hein, pas seulement une. Enfin, dans les écoles que j'ai vues, hein, parce que c'est pas forcément toutes les écoles, je ne sais pas comment sont toutes les écoles, mais je savais qu'il y avait cette entraide très forte. Moi, j'avais au départ envie de faire un livre sur ce directeur-là, parce que c'est lui, le personnage qui m'a... Je voyais son investissement avec ses équipes auprès des enfants, des démarches administratives qu'ils faisaient pour des familles qui étaient complètement perdues, par exemple pour faire une dérogation pour que les deux enfants soient dans le même lycée ou même collège, trouver une place chez un orthophoniste alors que c'est impossible même quand on est parisien depuis tout.
pour des familles qui se retrouvent avec 3 ans d'attente. Donc, c'est lui qui prend son téléphone parce que c'est une urgence, en fait, pour cet enfant-là. Enfin, donc, je voyais cet investissement. Donc, c'était ça au début dont j'avais envie de parler. Et donc, j'ai commencé par le suivre, lui. C'est vrai que je ne savais pas forcément où ça allait m'emmener. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un peu les aléas, les accidents, mais ça peut donner des belles choses ou non, justement, du documentaire. C'est que lui, j'ai commencé à le suivre, j'ai commencé à travailler, à dessiner, j'ai un cahier sur lui, et il a changé de poste, en fait, à la fin de l'année. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je voulais travailler en UPE2A. L'UPE2A de cette école a été muté dans une autre école. Donc, c'était un peu, compliqué. Et c'est lui qui m'a dit, mais va voir cette école-ci. Il y a une UPE2A. Va voir cette enseignante-là, de ma part. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai composé avec ce directeur-là et Sophie, alors qu'en fait, ils ont en réalité jamais travaillé ensemble. Mais ça aurait très bien pu se passer. Ouais. Donc non, je savais pas très bien ce qui allait se passer. Un peu moins que pour la ferme où j'avais déjà suivi leur histoire. T'avais la fin Oui, parce que j'avais vu. Ouais. J'avais vu en fait cette ferme. Je fais une petite parenthèse sur la ferme, mais c'est vrai que la ferme, j'avais vu. C'était donc la ferme de mes voisins. J'avais vu une ferme complètement dans un état catastrophique, périclité, elle est très mal. Et j'ai vu ce jeune homme qui venait d'Afrique, qui était le plus jeune des fils, qui est venu pour, au départ, vendre la ferme et qui l'a finalement reprise, la relever avec sa sœur. Et je les ai vus accomplir une espèce d'exploit extraordinaire, en fait, en changeant de métier, parce que tout en restant éleveur laitier, passer en bio, c'est changer de métier. Ça veut dire faire ressortir les vaches, travailler l'herbe différemment, enfin faire. Donc effectivement, c'est à la fin que je leur ai dit. Je dessinais tout le temps dans cette ferme parce que j'adore dessiner partout où je suis. Donc on est devenus très amis comme ça. Et puis en dessinant, ils me racontaient leur histoire. Et à la fin, je leur ai dit non mais il faut faire quelque chose sur cette histoire et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fait le livre. Mais c'est vrai que je savais déjà que ça allait être une belle histoire qui finit bien. Alors, et bon, pour l'UPE2A, je ne savais pas exactement comment ça allait. C'était beaucoup plus dur pour moi de faire le second, effectivement, sans trop savoir comment j'allais. Moi, tout m'intéressait dans cette classe, mais est-ce que j'allais réussir à en faire quelque chose? Il fallait que je le fasse, en plus. Parce qu'une fois que j'avais mis le doigt dedans, je trouve que j'avais engagé... mais une enseignante m'ouvre la porte pour faire quelque chose sur sa classe. Les élèves, des adolescents me racontent leurs récits. Il fallait aller au bout après. Enfin, il fallait qu'il y ait une trace de ces récits. Donc voilà. Comme quoi, si t'avais pris un engagement envers eux, quoi. Et ça avait. Pour moi, c'était un peu ça, ouais. Ouais, ça s'entend parce que pour le coup, entre le changement, le directeur, le changement de directeur, le changement de classe, enfin, finalement, tu tenais à ton projet. Hein. Oui, mais il y a eu un moment où je me suis demandé si j'allais le faire vraiment, au moment où le directeur a changé. Et également parce qu'au départ, on s'était dit avec Élise Gruau, mon amie très chère avec qui j'ai fait Terre Ferme, on devait le travailler ensemble. On s'était dit on refait un deuxième projet ensemble, mais elle a eu tellement de travail par ailleurs en radio et tout ça qu'elle est sortie très vite du projet. Donc là, c'était aussi un nouvel enjeu parce que travailler seule, c'est écrire à deux des dialogues, etc. C'est très vivant. Moi, je m'étais habituée à ça. Et puis là, j'ai eu un moment où je me suis demandé est-ce que je continue ou pas. Mais c'était au début, puis après, une fois qu'on est lancé, et puis on y va, quoi. Et tu te rappelles ce qui t'a poussé à continuer? Est-ce qu'il y a une... C'est vrai que je crois qu'il y avait c'est étrange, ces genres de projets un peu presque une... J'avais vraiment envie de parler de ça, en fait. Hein. J'avais vraiment envie de... Et puis après, c'est une rencontre aussi... c'est cette rencontre avec ce directeur, avec Sophie. Une fois que j'avais commencé à prendre des témoignages, des traces de tout ce qu'il vivait, j'avais envie de
de continuer, d'aller au bout. De partager. De partager ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ce qu'on fait à travers Omniscule. Enfin, on entend des récits de vie et on se dit, c'est trop dommage de pas les partager, en fait. Et là, ça aurait été dommage de pas... Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai c'est vrai qu'être finalement au sein d'une école, enfin, il y a eu quand même plusieurs choses qui ont existé hors les murs, entre les murs. Enfin, mais c'est quand même difficile de rentrer dans une école, de voir ce qui se passe, etc. Et bon, la BD, le dessin, c'est une façon où on peut vraiment s'immiscer en étant très discret. Mais comme tu disais tout à l'heure, dans les voyages, c'est pareil. Moi, je me rends compte que quand on voyage et qu'on dessine, on communique, les gens viennent nous voir, regardent ce qu'on fait. Moi, j'ai fait des portraits de gens. C'est un moyen de communication, d'échange. C'est marrant. Je rebondis. On dirait que les gens ont moins d'appréhension, moins peur de... Voire même, tu peux faire un dessin de quelqu'un. Enfin, moi, je suis pas dessinateur, mais tu peux faire un dessin de quelqu'un, lui offrir. Ça lui fera énormément de plaisir. Tu peux le prendre en photo et dire je te l'offre derrière. Il y aura souvent beaucoup plus de méfiance par rapport... Déjà, il y a un temps. C'est-à-dire qu'entre la photo que tu as prise et le moment où tu vas lui donner l'image, tu peux partir. Le dessin, il est devant. Il le voit. Et puis, il y a du temps qui se crée aussi. C'est long. Ouais. Et puis, c'est vrai que la photo, tu peux toujours dire je vais vous la donner et le faire. Et puis, il y a des choses extraordinaires en photo et en portrait et en documentaire. Mais le dessin, ça se passe au moment donné, devant la personne. Pour peu que tu dessines le visage de la personne, tu passes 1 heure à regarder comme la personne n'a jamais été regardée de toute sa vie. Donc forcément, ça crée un lien, parfois un lien silencieux, quoi. Ouais. Alors après, toi, tu as toujours peur de rater quand tu fais un dessin. C'est ça qui est dur parce que la photo, la personne, en fait, tu lui voles un peu son image. Tu lui prends son image. Ouais, je vois ça. Ouais. Le dessin, tu t'engages. C'est ce que toi tu fais avec ta main. Tu peux complètement passer à côté. La personne peut ne pas se reconnaître. C'est particulier. Hein. C'est vrai ça. Toi, du coup, des fois, tu dessines des personnages et tu as peur de rater. Moi, j'ai tout le temps peur de rater. Quand tu es devant quelqu'un qui te regarde dessiner, tu as tout le temps peur de rater. Enfin, quand je suis dans la classe, les enfants travaillent, etc. Je fais de toute façon, je vous montrerai les croquis, mais il y a plein de croquis. Et puis là, j'ai pas peur de rater parce que le croquis, on peut rater, c'est le moment. Mais si quelqu'un vous demande un portrait et qui s'attend à avoir quelque chose de ressemblant avec son idée à lui en plus de ce qui lui ressemble. J'ai pas forcément peur de rater, mais j'ai peur de le décevoir par rapport à ce qu'il attend, quoi. Et puis après, moi, je suis pas une virtuose du dessin, en fait. Je dessine... Non, mais je peux me planter, en fait. Voilà, donc parfois, je fais des... nous, on est quand même entourés de dessins de partout. Oui, c'est vrai. Mais dessiner en live, c'est... Parfois, on fait des lectures dessinées avec des amis auteurs quand on est invité dans des endroits. C'est-à-dire qu'un livre... je fais beaucoup d'albums jeunesse aussi et tout, qu'un auteur lit et moi, je le dessine pendant ce temps-là en live, il est projeté. Bon, là, par exemple, si on rate, c'est embêtant. Faut apprendre à... Non, mais rater, en fait, c'est un mauvais mot parce qu'en fait, en dessin, si quelque chose s'il y a un trait qui nous plaît pas, il faut s'en servir, s'amuser pour... faut justement pas... Puis en plus, je dis ça comme si j'étais un enfant qui parle, mais en fait, cette idée d'accident, ça peut toujours être utilisé en dessin, en fait. Et puis, c'est assez subjectif. En fait. Oui, c'est subjectif. C'est un peu comme l'art, en fait. Ça peut, au final, quelqu'un va dire « Ah, mais non, mais il est super, ce trait !» Oui, non, c'est vrai. mais c'est parce que tout à l'heure, on parlait du rapport à l'autre et au portrait. Et là, c'est quelque chose... c'est particulier parce que c'est vrai que surtout quand on est en voyage ou quand la personne en face ne parle pas sa langue, etc., et qu'on le dessine. Bon, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience, mais c'est vrai qu'on se dit, on a toujours un moment où on espère qu'il va pas être déçu, quoi, par c'est comme c'est un échange qui doit être positif. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu évoquais le fait de rentrer dans l'école, c'est pas évident. Et je me suis posé la question parce que tu évoquais aussi le fait que tu es maman. Donc, quand tu rentres à l'école, que tu vois tu
t'emmènes aussi ta casquette de maman ou est-ce que tu la laisses de côté et quand tu dessines, dans ce que tu vois, dans les histoires que tu entends ou, comment est-ce que tu composes? Je crois que j'enlève un peu Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a toujours un petit truc de maman, forcément, mais non, mais je suis Aurélie. Après, ils me demandent parfois, les petits, si j'ai des enfants, donc Ouais. je leur dis et tout ça. Mais non, moi, je suis vraiment Aurélie qui vient dessiner dans la classe Ok. pour faire un livre. Est-ce que émotionnellement, ces histoires t'ont touché? Comment tu rentres le soir? Est-ce que tu arrives à un peu cloisonner? Enfin, je sais pas, moi, comme je suis sensible, je me dis que ça m'aurait beaucoup touché, ces histoires-là. Ah si, moi, c'est vrai que ça t'habite et t'y penses et tout ça. Après, c'est surtout pour les enseignants que je me dis que c'est incroyablement puissant, en fait, parce que c'est au quotidien. Moi, j'y allais une fois par semaine pendant 1 an. Mais oui, non, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai des liens avec, en particulier, les 4 adolescents et une autre petite fille, parce que maintenant, elle est dans le collège de ma fille. Donc, je sais, j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent, de les appeler régulièrement, de prendre des nouvelles et tout ça. Et il y a des histoires, oui, qui vous suivent un peu quand même. Ça crée du lien C'est sûr, ouais. humain. Ouais. Mais après, j'étais pas. De toute façon, je les ai tous. J'ai une tendresse pour tous ceux que j'ai croisés, mais il y en a certains où effectivement il y a eu des liens un peu plus forts parce qu'on a plus échangé. Ouais. Non, on le sent bien dans le dessin, quoi, dans le récit. Vous voulez que je La vous petite montre Ophélie. des Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Alors, je vais commencer par celui-ci, c'est dans la première, c'est avec le directeur, donc. Il y en a beaucoup, hein, donc j'en montre juste 1 ou 2. Donc, il y a. Je vais essayer de décrire en même temps. Oui, alors c'est vrai que ça c'est assez ancien parce que c'était la première école, donc c'est pas encore une UPE2A. J'étais dans. Là, c'est vraiment des croquis. Mais tu mets déjà de la couleur dans tes croquis. Oui, alors pas toujours. Hein. Là, je suis un peu en mode. Là, c'est le début du projet. Donc, je rentre dans une classe, je décide beaucoup la classe, les élèves. Après. Là, c'est un masque Covid, là? Oui, parce que c'était à l'époque du Covid. Wow. Je les ai vus l'enlever, en fait. Enfin, ça a été particulier, cette période-là aussi. Ouais. Pour tout le monde. Je regarde si j'ai un dessin. Bon, ça, c'est le directeur dans sa classe. On le reconnaît. Il y a des dessins. Là, on le voit. Il y a déjà des dessins, il y a déjà des... Il y a beaucoup de petites phrases des aussi mots, où on voit... Ouais. Voilà, pour ceux qui vont vont servir, en fait. Hein. On voit tout ce qui se passe. Là, il appelle un orthophoniste. Il fait 1000 choses à la fois. Ouais. Oui, ça, on le voit dans la BD, justement, son investissement dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. On sent que c'est pas que pendant ses heures de travail, entre guillemets, quoi. Mais oui, on sent qu'il prend du temps personnel. Ce qu'il expliquait, lui, c'est qu'il se levait très tôt, il se faisait une liste tous les matins très tôt. On le voit sur une case de la BD. Il y a une liste très longue de tout ce qu'il doit faire dans la journée. Et il me disait, en général, à la fin de la journée, j'ai coché 2 cases sur toute la liste parce qu'il y a tellement d'imprévus et de choses qui se passent. D'ailleurs, sur cette case, sur cette planche-là, sur la liste, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose en lien directement avec l'école, en fait. Oui, il y a... Dans sa to-do list... Il y a plein de choses différentes. Mais ce qui est étonnant, c'est effectivement, c'est pour ça que je voulais commencer par ce moment où il fait de la plomberie au début. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on lui demande de faire. Il y a des choses, effectivement, qui vont bien au-delà de ce qu'il est censé faire en tant que directeur. Et voilà, donc on voit qu'effectivement, il est plus... Au bout d'un moment, il met les mains dans le cambouis pour préparer son école. Il fait lui-même sa plomberie. Alors là, pour ceux qui n'ont pas l'image, Aurélie est en train de nous montrer plein de carnets. C'est quoi la technique utilisée, là? Alors là, c'est du crayon de couleur. D'accord. Ça... En fait, c'est des carnets vraiment très, très, très croqués. Mais là, par exemple, il y a le fameux poisson rouge. Il y a beaucoup d'échanges sur l'apprentissage du français.
ça va un peu dans tous les sens, en fait. Voilà. Moi, ça me permet après d'avoir plein de petites scènes, mais il pleut à verse, ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Tu sais, quand on verse quelque chose, quand il y a la mousson au Sri Lanka. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut retrouver après dans le livre. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile de, après, choisir ce que tu allais mettre. Ouais, c'était pas évident. Hein. Puis il y en a avec beaucoup plus d'écrits. De textes. Voilà. Ouais, on voit un autre carnet. Avec juste des mini esquisses, ouais, et beaucoup de... Mais ça, je pense que... Oui, voilà, ça, c'est parce que c'est un entretien avec Osni. Donc, et puis là, c'est quelques enfants. Ouais, donc, il y a beaucoup de carnets comme ça. Et effectivement, un gros travail de choix et de mise en ordre dans tout ça. Moi, mon gros défi, c'était que les enfants soient... Parce qu'il y avait beaucoup de personnages, finalement. Ouais. Et qu'ils aient chacun vraiment qu'on finisse par s'attacher à eux, qu'on les connaisse un peu, alors qu'on n'a pas tant de moments que ça avec eux, finalement, dans la BD. Ça, c'était pas évident. Mais c'est réussi. Et je pense notamment à... Son nom m'échappe, mais la petite qui parle pas au début. Ophélie. Ah oui, Ophélie, ouais. Et qui, quand elle voit la tasse licorne, son ça, premier mot. Mais moi, j'étais émue à ce moment-là. Je fais, elle a parlé. Oui, puis surtout sur une espèce de tasse hyper kitsch. C'est vrai que c'est assez drôle. C'est un joli moment. Ah ouais, c'est vrai que... Et du coup, est-ce que tu as eu des retours depuis la sortie? Oui, des enfants et tout ça. Ouais, des enfants. Ouais. Déjà, quels sont les retours que tu as eus? Est-ce que ton défi est réussi? Est-ce que les enfants, eux, qui ont pu voir... Moi, je suis très contente. Alors, il y a plein d'enfants qui n'ont pas... Il y a pas mal d'enfants qui ne les ont pas vus parce que les enfants de la classe, certains sont partis dans d'autres collèges. Enfin, maintenant, ils sont... Ça dépend de l'âge, puisque la LUPE2A, c'est de 6 à 11 ans. Donc, certains sont au collège... Mais ceux qui l'ont vu, ça fait vraiment chaud au cœur. Déjà, les 4 ados. Ouais. Ça, c'était un moment, donc je leur ai apporté, avant qu'ils soient sortis, le livre. On est allé avec Sophie faire un petit goûter avec eux, et puis je leur ai apporté leur exemplaire. Et j'avais un peu peur de comment ils allaient réagir en voyant leur histoire, surtout Afo et Abdou, parce que je me disais aussi, ils m'ont raconté cette histoire de traversée de la Méditerranée avec un petit peu des doutes à un moment donné. Enfin, en tout cas, on en avait parlé il y a 2 ans. Moi, le temps que j'écrive tout ça, que je dessine et que le livre sorte, je me disais, c'est des ados. J'espère qu'ils n'auront pas regretté d'avoir raconté ça. Et en fait, c'était vraiment... c'était fou parce qu'ils ont lu la BD et puis je voyais... elle, Afo, elle m'a dit... mais en fait, c'est nous, en fait, c'est notre histoire et tout. Enfin, elle me prit dans ses bras, c'était hyper émouvant. Donc là, déjà, un gros moment là-dessus, j'étais vraiment rassurée. C'était vraiment pour moi le moment le plus important avec Sophie. Mais Sophie, elle m'a aidée tout au long du livre, en fait. Sophie, l'enseignante, c'est vraiment devenue une amie très chère. Ouais. Et en fait, je lui ai fait lire le scénario. Elle a même pu m'aiguiller sur certains... Elle m'a donné pas mal de petits trucs, notamment sur des paroles d'enfants que j'avais pas... Là, elle me disait, par exemple, non, elle n'aurait pas pu dire ça comme ça. Et parfois, dans les notes que j'ai prises, donc elle me donnait une petite idée. Elle dirait plutôt ça. Ou par exemple, à un moment, l'enseignante dit... c'est une faute. Et Sophie dit, je dis jamais c'est une faute. C'est une erreur, mais c'est pas une faute. Donc c'est des détails, mais hyper importants pour que ce soit plus juste. Et donc voilà, Sophie, c'était un autre enjeu, mais je savais déjà qu'elle avait une idée assez précise. Et ensuite, l'étape du storyboard, qui est donc une fois qu'on a écrit le scénario, le découpage sous forme d'esquisse de toute la BD. Donc là, la BD existe en fait quasiment. Elle l'avait lu aussi, donc voilà. Sophie, c'était pas... Je savais au moment où la BD est sortie que ça allait. Mais les enfants, super retour. Et puis, un super beau retour aussi des enseignants dans le quartier. Et aujourd'hui, un peu plus loin, il y a pas mal d'enseignants qui m'ont écrit. Ouais, c'est chouette. Et puis aussi, des gens comme vous. Enfin, c'est vrai que j'étais touchée de voir que des personnes pouvaient être émues... sans être forcément ni maman, ni enseignant, mais juste quelqu'un
qui est touché par l'histoire de ses enfants. Donc c'est plutôt un bon retour. Ah, super. Et ça vient juste de sortir. Oui, oui, oui. On le rappelle. Ouais. Pour le personnage de Sophie, enfin le personnage, la personne, puisque c'est pas son ami, mais parce que c'est Ouais, c'est un peu les deux, ouais, c'est vrai. un peu les deux, Ouais. mais moi je me suis demandé, elle, qu'est-ce qui l'anime, parce que c'est vraiment un choix d'être enseignant aujourd'hui en 2024. Mais c'est un autre choix que d'être enseignant en UPE2A. C'est encore un autre métier. Oui. Moi, pour ma part, j'ai été prof de PS 2 ans il y a longtemps. Et l'éducation nationale, assez vite, je me suis dit, bon, ça va pas être pour moi. C'était il y a longtemps. Mais c'était au collège ou au... C'était au collège-lycée. Pas D'accord. très loin, à la Nation, Ok. là, à Maurice Ravel. Et là, moi, quand je vois le perso de Sophie, je me dis, ok, bon, c'est incroyable. Enfin, Mais tous les enseignants, je trouve, sont incroyables. Les instits, je connais moins le monde du collège, mais tous ceux que j'ai rencontrés sont incroyables. Déjà, elle aime... souvent, elle chante la chanson de Barbara Göttingen. Les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Les enfants, elle me le disait souvent, d'où qu'ils viennent, ils ont le droit d'avoir une place. Elle leur offre cette place-là. Donc, elle est portée par ses enfants. Après, UPE2A, ça peut être... le but, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les langues, qui voyage énormément. Donc, elle a quand même quelque chose avec tout ce mélange de nationalités. Elle est à l'aise pour communiquer. Elle est très dans l'oral, elle rit beaucoup. Donc, je pense que c'est une classe qui lui convient bien. Et c'est également une classe dans laquelle il n'y a pas de programme à proprement dit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les enfants sortent... D'ailleurs, c'est pas une classe, c'est un dispositif. L'objectif, c'est qu'ils sortent de cette classe en parlant français et en pouvant écrire français et suivre une classe ordinaire. Mais c'est ça son objectif. Le moyen qu'elle va utiliser... Il n'y a pas vraiment un programme comme quand en CE2, il y a un programme d'histoire géo. Ils doivent avoir des acquis très variés et qui peut être aussi un peu contraignant, je pense, pour certains enseignants. Enfin, Sophie, ça lui convenait bien de s'occuper du français avec tout ce qu'elle a comme méthode appliquer le chant, faire une soupe, discuter, raconter des histoires. Mais la difficulté, c'est aussi que c'est une classe où il y a plein de niveaux différents. Donc, parce que tu disais de 6 ans, de 6 à 11, mais avec des enfants qui viennent du Brésil, d'Ukraine, du Sri Lanka. Puis il y en a qui en sont encore à la graphie, puisqu'ils ont 6 ans. Ouais. Et puis d'autres qui vont rentrer au collège l'année d'après. Donc, elle fait des petits groupes et il faut être hyper actif. C'est vrai que c'est bien... ça demande une bonne énergie. Mais ils sont très... en tout cas, dans la classe que j'ai vue moi, ils prennent quand même beaucoup ce qu'il y a à apprendre. Ils sont très avides d'apprendre. C'est un peu leur cocon aussi, cette classe. Donc, ils étaient plutôt conciliants pour travailler. Ça se passait bien. Et ils ont l'air aussi bienveillants les uns envers les autres. C'est vraiment impressionnant, ouais. Enfin, impressionnant. Ils sont très bienveillants. Alors, elle instaure ça tout de suite aussi. C'est comme on voit un peu une chaîne, c'est-à-dire que vraiment, ils accueillent le nouveau venu et lui-même accueillera le suivant. Et donc, on le protège, on l'aide, on joue avec lui dans la cour, on n'en laisse pas un de l'UPE2A tout seul dans la cour, même si on ne parle pas sa langue, on cherche un jeu. Et voilà. Et puis, comme ils ont des niveaux différents d'âge, bien c'est vrai que souvent, quand il y a une sortie, par exemple, les plus grands donnent la main aux plus petits. Il y a un petit côté famille comme ça, où les plus grands sont responsables des plus petits, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres classes, vu qu'ils ont tous le même niveau. Donc ça, c'est assez touchant et il y a vraiment une bonne ambiance. Malgré parfois les petites disputes d'enfants et tout, et puis surtout les grosses différences de culture, quoi. Ouais. Mais ils sont tous aussi dans une situation d'exil. Ils sont
aucun n'est dans son pays d'origine. Ouais. Et du coup, je pense que ça les relie quand même parce qu'ils se posent tous des questions. Ils sont tous dans une situation de nouveauté, donc d'ouverture un petit peu sur l'autre. Et c'est vrai qu'ils sont, par exemple, les témoignages que j'ai eus, souvent, ils avaient plus de mal dans leur classe française, leur classe ordinaire, parce que ceux qui sont déjà là depuis longtemps, ils sont entre eux dans leurs problématiques d'enfants, dans leur petit groupe, donc ils sont plus dans des trucs. Celui qui est différent, il n'est pas dans le groupe, alors que eux, en UPE2A, vivent les mêmes choses et arrivent à se comprendre mutuellement. Ouais, la différence crée vachement de ressemblance là. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment important. Enfin, moi, je pense que ça devrait être. Il devrait y en avoir tous les enfants qui arrivent devraient pouvoir avoir cette année. Ils en parlent tous comme d'un petit sas qui leur a permis d'atterrir, de prendre le temps de. Parce qu'elle leur apprend le français, mais elle leur apprend aussi à devenir élève en France. Certains ont été scolarisés, d'autres non, ou dans des conditions tellement différentes de celles de la France. Ouais. Qu'ils réapprennent à vivre dans cette société-là d'école française, quoi. Donc c'est bien de passer par là pour eux et pas d'être plongé direct dans le grand bain d'une école où ils comprennent rien. Ouais, c'est pas qu'uniquement effectivement le français, c'est l'argent, c'est les codes. En fait, il y a plein de codes. Et en fait, on est à l'essence de l'école, l'école qui donne des codes pour fonctionner ensemble. Enfin, on trouve ça. Moi, c'est ce que j'ai l'impression qui ressort beaucoup de cette classe, au-delà de juste apprendre le français et savoir le parler, savoir l'écrire. C'est fonctionner ensemble. Enfin, et l'école en général est comme ça. Enfin, dans l'école publique, c'est aussi. Au départ, ça m'intéressait beaucoup ce sujet-là d'être ensemble sans connaître encore la classe du PE2A. Ouais. Et c'est le cas dans les classes ordinaires. Ils apprennent. Enfin, ils sont quand même tous très différents, même si c'est pas là des exils, etc. Tous les élèves d'un même âge sont dans la même classe et ils apprennent à vivre ensemble. C'est vraiment la base de l'école, en fait. Ouais. Est-ce que toi, parce que tu dis que les élèves étaient avides d'apprendre, est-ce que toi, il y a une chose que tu as, à travers ce voyage dans la classe, puis le dessin, puis la sortie de la BD, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, que tu pensais pas forcément apprendre au début, mais s'il y avait une chose que tu as appris à travers ce cheminement-là? Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Ah bah oui. Moi, j'ai appris plein de choses. Est-ce qu'il y a une chose que j'ai apprise? Parce que finalement, j'avais quand même des intuitions. J'ai plutôt eu. Je suis absolument certaine qu'on doit accueillir tous les enfants et qu'une société va pas fonctionner si ils n'ont pas une place et une éducation digne de ce nom. Donc ça, j'en avais quand même la certitude, mais je creuse. Après, j'ai appris... en fait, moi, je connaissais même pas l'UPE2A en commençant ce projet. Donc, j'ai appris déjà qu'il existait quand même des dispositifs, des choses positives dans l'éducation nationale. J'ai appris que... J'ai l'impression qu'on... Mais bon, c'est plus... Ça, c'est... J'ai l'impression qu'on n'écoute pas assez le terrain, en fait. Dans l'éducation nationale et sans doute dans d'autres domaines, mais moi c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on prend des décisions sans demander à ceux qui sont concernés, qui sont avec les enfants, j'ai l'impression que ça c'est un gros problème de notre institution. Et j'ai appris aussi parce que j'ai vraiment l'impression que, en les voyant, d'après ce que m'a dit aussi le directeur, Sophie, etc., qu'une équipe, qu'on a quand même pas mal d'outils pour faire une super école. Par exemple, si l'équipe est au complet, qu'elle se sent bien. Donc, une équipe, c'est une assistante ou un assistante sociale, un psychologue scolaire, un médecin scolaire, les enseignants, le directeur. Donc, et puis, c'est quand même un groupe et ils travaillent tous ensemble, en fait, avec les enfants. Si ça fonctionne bien, j'ai l'impression qu'on peut avoir une super école, en fait. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de manques
Il y a toujours un poste qui manque. Ou qui est en navette sur plusieurs écoles. Ou qui est en écoles. navette. Voilà, donc ça, j'ai appris que ça pouvait marcher, mais qu'on a du chemin à faire. C'est bien, c'est un apprentissage qui donne de l'optimisme, donc c'est parfait. C'est ouais, oui. Après, de l'optimiste, si on aide un peu l'école, quoi, c'est ça, dans le bon sens. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait l'aider en écoutant le terrain, quoi. Ouais. Pas juste n'importe quoi. Enfin, c'est pas comment c'est fait, mais il faudrait écouter un peu plus les enseignants, je pense. Ouais. Oui, parce qu'il doit y avoir plein d'autres enseignants comme Sophie. Moi, j'aurais bien aimé avoir une Sophie en prof. Ah, Sophie, c'est... oui, c'est... Non, pas toi. C'est un grand moment. C'est sûr. D'ailleurs, on a envie de la rencontrer. Ouais, je vous conseille de la voir parce que c'est elle, la héroïne. Ça en est dans une la vie. Justement, notre podcast s'appelle Héros minuscules. Et on le définit pas aux personnes qu'on invite, mais par contre, on aime bien demander la définition de ce qu'est un héros minuscule à nos invités. Toi, comment tu définirais un héros minuscule? Moi, je trouve que c'est un jeu de mots rigolo, héros minuscule, mais il n'y a pas de héros minuscule. Parce que par exemple, j'ai pensé à ça quand tout à l'heure, je pensais à Xavier et Emmanuel qui sont les éleveurs laitiers. J'avais pas envie d'ajouter minuscule à leur héroïsme, tant ils font pour nous nourrir, pour nos sociétés de demain, et idem pour Sophie. Mais j'imagine que ce petit jeu de mots, c'est pour dire des héros dont on ne parle pas d'habitude et qu'on ne prend pas pour des héros pas ordinaires, au sens où c'est pas des stars, ni des gens médiatisés, ni des gens... Ce sont des gens qui changent la société discrètement, sans faire de bruit. Et voilà, pour moi, un héros minuscule, c'est ça. C'est joli. Et du coup, je crois que tu me l'avais un peu déjà soumis, mais pour toi, quel autre héros on pourrait inviter à ce micro? Ah bah, Sophie et Denis, donc le directeur. Ça va. Ça, ce serait vraiment... oui, des enseignants, mais ces deux-là, moi, je les connais bien et je sais que ce sont des gens tellement engagés dans ce qu'ils font que oui, ce sont des héros qui font bouger les choses pour d'autres, en fait. Ouais. C'est noté. Vous faites une chaîne de héros minuscules. On fait une chaîne. On fait une chaîne. Bien. On va chercher de nouvelles histoires. Enfin là, ça sera lié du coup. Et c'est super intéressant. Les auditeurs pourront faire le lien directement. C'est chouette. Ouais. Est-ce que dans ton parcours, tu as un livre ou un film qui t'a touché, transformé, que tu recommanderais à n'importe qui, tu vois? Tu dis, tiens, s'il y a un seul livre ou un seul film que je recommande, c'est... Un seul, mais impossible. Mais bien sûr que c'est impossible. Ah là là. Alors ça, parce que moi, dans les livres qui m'ont marqué, en plus, c'est souvent des livres très différents. Je sens que je vais me dire après le truc, non, je vais pas parler de ça, je vais pas parler de ci. Si tu veux, on fait une exception pour toi, on peut en dire 3. J'essaye de réfléchir à un peu récemment, parce que sinon, j'ai les premiers qui m'ont marqué... mais qui finalement n'ont pas... Il y a Les Cavaliers de Kessel qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, qui est un livre qui se passe en Afghanistan, très sauvage, voilà. De toute façon, j'aime beaucoup Kessel. Récemment, en fait, j'ai redécouvert Jack London, mais pas du tout les... Pas le classique. Enfin, pas ceux qu'on connaît, pas Cro-Blanc et pas L'Appel de la forêt, mais plutôt... Enfin, il y avait Le Vagabond des étoiles qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je ne sais pas si vous connaissez. Celui-là, j'ai lu il y a un moment, ouais. Moi, je ne connaissais pas ce Jack London-là, et il a écrit beaucoup de nouvelles aussi incroyables. Il y a Martin Eden, évidemment. Je vais peut-être... C'est vrai que là, si vous me lancez là-dessus... La liste va être longue. Ouais, c'est ça. Et dans les films... Oh là là. Alors là, j'ai un petit trou comme ça, mais en fait, j'en ai tellement que j'aime, des films. Je voudrais pas en dire un... Quel est le dernier film, par exemple, qui m'a... Celle-là, je pense à un film que j'ai pas vu, donc faut pas que je parle de celui-là.
J'ai envie d'aller voir Suleiman, en fait, c'est pour ça. Ah, oui. Celui-là. Mais je l'ai pas vu encore. Ouais. On m'a dit, enfin Sophie m'a dit, va voir ce film. Celui-là, je pense absolument. qu'on peut déjà, on peut dire que tu pourrais le mettre dans ta liste. Voilà, non mais c'est ça. Ouais. Et donc voilà, je parle d'un film que j'ai pas vu. Et ben, tu vois, c'est inédit. D'un film à venir pour moi. C'est ça. Ouais, j'ai une petite question par rapport à un livre. Tu as mis sur ton site internet que tu as eu la chance de pouvoir dessiner Alice au Pays des Merveilles et que c'était un vrai truc hyper important pour toi. Ouais. Et j'avais envie de savoir pourquoi. Pourquoi c'était hyper important? Pourquoi Alice au Pays des Merveilles? Parce qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est le livre. Voilà, j'aurais pu parler d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est parce que c'est le livre qui, pour moi, t'emmène dans le monde des rêves et t'ouvre tous les possibles, toutes les fantasmagories possibles, etc. Et puis surtout pour un dessinateur, en fait, il y a des images complètement folles. Il a été beaucoup illustré et c'est une sorte de rêve d'enfant de dessiner Alice au Pays des Merveilles, en fait. Enfin, pour moi, c'était un grand moment. Ouais. Surtout sur le texte, texte je... intégral. Ouais, je comprends tout à fait. Mais je voulais, parce que moi, je suis complètement fan d'Alice au Pays des Merveilles. Ah ouais, moi aussi. Il y a une autorisation de liberté quand la folie et la créativité peuvent se rencontrer sans aucune barrière. C'est ça, jusqu'où on peut aller avec l'imaginaire, les mots et un crayon aussi. Du coup, c'est ça qui est. Parce que c'est vrai que là, on a parlé de la classe de Sophie et de ces bandes dessinées documentaires que j'adore faire parce que je suis très intéressée par le monde qui m'entoure et par les gens en particulier. Mais j'ai toute une phase de dessin. J'ai besoin de faire du dessin complètement imaginaire avec des où on peut avoir on peut tout presque surréaliste en fait, on va dire. Donc, en fait tu passes de l'un à l'autre, du très réalisme au surréalisme inventé complètement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi là, tes prochains projets? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, là j'ai un livre qui va sortir qui s'appelle À la poursuite du déjeuner d'Odile. Okay. C'est un livre, là c'est vraiment un album jeunesse, c'est un peu un autre... justement, j'avais besoin de partir dans quelque chose d'un peu complètement imaginaire, mais c'est le voyage d'une mouette qui poursuit son poisson. En fait, elle essaye de pêcher un maquereau dans la mer et à chaque fois, son maquereau il est d'abord pêché, puis revendu, puis il va à Rungis. Donc elle poursuit ce poisson de la mer jusqu'à l'assiette d'un petit garçon à Paris. Ok. Et voilà. Et ça sort? Ça sort en mars prochain. Super. On a hâte. Ouais, super. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter? Alors si, attends, tu nous as sorti cette pochette jaune là-bas, là. Juste pour qu'on puisse... c'est que moi, je dessine en traditionnel, donc je dessine avec de l'encre, de l'aquarelle, des crayons, je dessine très peu sur ordinateur. Enfin, je dessine pas en fait sur ordinateur. Parfois, je travaille des petites retouches, c'est pratique quand même d'avoir Photoshop. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de dessins partout et que là, ça, ce sont les planches originales des dessins des nouveaux venus. Donc, par exemple, là, ça, c'est la couverture. Oui, j'ai entendu dire que l'aquarelle, parmi les styles de dessin, était un des... Waouh. Ah ouais, la couverture, incroyable. Tu vois, ça, c'est la scène où ils se présentent tous à l'arrivée d'Osni, par exemple. Ouais. Donc, tu as les bulles et puis après, les textes sont mis dans l'ordinateur. D'accord. Que l'aquarelle était très compliqué en fait. C'est vraiment un style de peinture parce qu'il faut gérer la densité de l'eau, la quantité d'eau. C'est en même temps très simple et très compliqué parce que c'est très léger. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a difficilement de... Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi la gouache, mais je fais plus d'aquarelle. C'est que si tu as un accident en foncé, tu peux pas le rattraper. Puisqu'à la gouache, tu fais des superpositions. Donc, si tu as mis, par exemple... un bleu foncé à la gouache, tu vas pouvoir le rattraper avec des couches qui sont opaques. À l'aquarelle, en fait, tu es tout le temps en train de jouer avec l'eau, effectivement, et tu peux
difficilement. Enfin, c'est une autre technique, quoi. Mais c'est vrai que c'est très fluide, très léger, donc c'est assez compliqué. Pour faire une BD, c'est un peu périlleux. Mais après, moi, c'est ma BD, donc j'utilise mes accidents. Il n'y a pas de. C'est plus compliqué si tu fais un dessin où des gens vont te demander une commande ou on va te faire des corrections. Alors là, c'est vraiment pas très agréable. Ouais. Parce que. Parce qu'en fait, il n'y a pas de faute et il n'y a pas de correction. Il n'y a moi, pas de faute, comme je refais disait. les dessins comme plusieurs disait fois, mais effectivement, voilà, je peux aussi me dire, je garde cette tâche ou tiens, voilà, j'ai une marge de, je fais des choix. C'est pas forcément, je sais pas si c'est particulièrement difficile de faire de l'aquarelle, mais c'est, en tout cas, on peut pas revenir en arrière. Ouais. Comme il y a un petit travail sans filet de sécurité qui est assez chouette. Et juste, on est donc encore une fois, on est dans ton atelier. Toi, tu bosses d'ici sur cette table-là. Oui. Ok. C'est. Il y a justement l'aquarelle devant nous. Ouais. Il y a les couleurs qui sont là. Et ça fait un petit cocon, quoi. Et on voit plein de personnages. Finalement, qui finissent par te regarder bosser. Ah, oui, c'est vrai. Un peu dans tous les... il y a des univers un peu différents, mais c'est vrai que là, ce sont des personnages des nouveaux venus, justement. Ah oui. Ouais. Les deux filles qui sont derrière. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette immersion dans ton univers. Merci de m'avoir proposé. Et juste pour les auditeurs qui voudraient te suivre, ils font comment ? Ils peuvent aller sur mon Instagram, Aurélie Castex. Ça marche. Et puis, ils peuvent commander la bande dessinée, parce que c'est une toute petite maison d'édition très engagée, les éditions du Faubourg, que je conseille aussi d'aller voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment... je suis assez aussi admirative du travail de Sophie Caillat, parce qu'être une maison d'édition indépendante aujourd'hui pour sortir des sujets comme ça, c'est pas évident. Et donc c'est une sacrée aventure aussi. Et donc voilà. Et donc toutes les librairies n'ont pas le livre en stock, mais ils peuvent le commander sans problème. Ouais. C'est ça. Et il est dans la librairie en 48-72 heures dans votre librairie de quartier. On mettra le lien de la maison d'édition, puis on mettra tous les liens dont on a parlé. Et puis évidemment, des façons de te contacter. Et ton site internet. Oui, internet aussi, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.